Non, je te laisse pas. Je te donne la priorité, Noël. Ah non, ça commence par comment mesurer son empreinte carbone et ensuite comment faire évoluer. Donc, je vais prendre la parole dans un premier temps, 2 minutes, pour introduire surtout le pourquoi son empreinte carbone. Le pourquoi son empreinte carbone, je dirais, on viendra dans des détails plus précis ultérieurement, c'est pourquoi aujourd'hui je me pèse avant de dégager cette idée de faire un régime ou de faire de l'exercice ou de faire autre chose. C'est pareil pour les entreprises, c'est pareil pour les organisations. Avant de se décider vraiment à prendre conscience des efforts à faire pour réduire son empreinte environnementale, son empreinte carbone, il faut se peser, ben c'est là l'intérêt de la mesure de l'empreinte carbone. Ensuite, comment mesurer, on le verra aussi dans le détail plus tard. Il y a plusieurs solutions, hein, puisque la mesure de l'empreinte carbone existe depuis une vingtaine d'années. Elles sont principalement axées les unes les autres sur des tableurs, donc ce n'est pas convivial, et puis ça demande beaucoup de formation. Il y a quelques solutions logicielles en ligne qui existent, et c'est à mon avis la voie de succès, et nous faisons partie de ces solutions. Je passe la parole à Noël pour le levier de communication RSE. Ouais, pour présenter du coup en 2 mots l'objet de ce webinaire et de ce dont on va parler, le but c'est de montrer, de vous présenter pourquoi est-ce qu'il faut parler d'impact de manière un peu macro, mais aussi de climat et de CO2, notamment parce que c'est un des enjeux qui intéresse le plus aujourd'hui les clients et les talents. Voir comment est-ce qu'on peut faire pour communiquer de manière efficacement sa démarche d'impact et ses émissions de CO2, et surtout les pièges à éviter en prenant un peu de temps pour creuser la question du CO2, encore une fois, et voir comment est-ce que le mélange entre ZEI et GCI va vous permettre d'engager une démarche environnementale et sociale et de manière plus précise climatique, tout en ayant le plus grand, on va dire, retour sur investissement possible. Alors, le but, c'est pas de dire que la RSE et l'impact doit être un outil de communication. Il ne faut pas que ce soit la principale cause. Il faut que ce soit une conséquence d'une démarche d'impact qui soit ambitieuse, qui soit transparente, qui soit complète, pour qu'on ait voilà, les retours sur investissement potentiels. Alors, rapidement, vas-y. Pour présenter assez rapidement du coup, ZEI et GCI avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, en ce qui concerne ZEI, on a développé toute une technologie qui permet de définir et de cibler des stratégies d'impact sur mesure pour toutes les entreprises et de manière 100% gratuite et en ligne. Donc, on remplace en quelque sorte certains cabinets de conseil en stratégie impact et stratégie RSE pour démocratiser l'action. Et on est surtout et avant tout une plateforme qui va me permettre de piloter, de progresser, surtout de valoriser et communiquer ce que je fais auprès des parties prenantes pour avoir justement un retour sur investissement RH et commercial. Et pour GCI, du coup, je te laisse… Pour GCI, devant cette histoire qui dure depuis 20 ans, il faut mesurer, etc. Nous, on est partis il y a 2 ans de la constatation, mais pourquoi il n'y a pas plus de gens qui mesurent? On a fait 2 constats tout baignés de bonheur et de simplicité. Pour l'ensemble des gens, on ne comprenait pas vraiment à quoi ça avait un bilan. Et ensuite, quand on avait compris, on trouvait que c'était compliqué, cher, et ensuite, ça ne rapportait pas grand-chose. Donc, on est parti à ouvrir ce marché en disant, un, on va désacraliser le bilan GES, on va expliquer très clairement à quoi ça sert, pourquoi c'est intéressant pour l'entreprise et l'organisation. 2, on va expliquer que c'est facile de le faire avec un outil dimensionné pour. Aujourd'hui, on est dans une étape de mise en ligne d'un sujet bilan carbone qui simplifie la vie à tout le monde. Et puis, désacraliser sans démocratiser, c'eût été dangereux. Donc, vous êtes aperçu aussi que le prix d'un bilan GES était très élevé, hein, 18 000 euros en moyenne, dit l'ADEME, 10-12 000 euros d'autres. Donc, nous, on s'est dit, on ne pourra pas entraîner l'ensemble des entreprises à faire leur bilan GES avec des prix si élevés. Donc, on est allé très bas, 550 à 1 000 euros pour les PME, et puis 1 000 à 2 000 euros pour les groupes et très grands groupes. Donc, vous voyez, c'est assez simple comme marge, comme spectre de prix. Premièrement. Deuxièmement, il fallait que tout le monde soit d'accord. Il ne pouvait pas s'agir de faire des bilans GES à la méthode GCI. Donc, nous avons pris la méthode bilan carbone, elle-même inscrite dans la norme ISO 1463, elle-même issue du Greenhouse Gas Protocol qui existe depuis 1998. Ensuite, pour mesurer, ça ne sert à rien, il faut réduire. Alors, pour réduire, il y a 2 outils chez GCI. Le premier, ce sont des outils en ligne qui permettent de trouver des pistes de réduction et de les mettre en œuvre et de suivre des plans d'action, c'est tout à fait raisonné. Et puis, il y a les experts. On a un réseau d'une 50aine d'experts en France qui, pour des sujets plus complexes de réorganisation, de retrajectoire, seront à disposition des utilisateurs de GSI. Et puis, la dernière étape, c'est de compenser pour ceux qui visent la neutralité carbone 2050 ou 2030, suivant les engagements des uns et des autres. Et pour ceux, nous nous sommes associés à des partenaires
de grande qualité, Alcott et Aeracode. Slide suivante. Yes, alors ce qu'on vous propose du coup pour parler un petit peu d'impact et de climat, c'est de commencer par la fin et de commencer sur pourquoi. Alors, pourquoi principal, bien sûr, c'est parce qu'il y a une urgence climatique et qu'il faut absolument qu'on agisse. Mais si on va avoir une approche un peu plus nihiliste et qu'on cherche à comprendre le ROI que peut apporter une démarche RSE et impact, il faut comprendre que ça fait 3-4 ans que tout le monde se met à parler d'impact et tout le monde se met à parler de RSE, notamment le climat, et c'est pas pour rien. Déjà, il y a une prise de conscience titanesque de la part du grand public sur ces urgences-là, et ce qu'on voit, c'est que de l'autre côté, il y a aussi les entreprises de plus en plus qui commencent à se poser ces questions et qui commencent à vouloir intégrer des démarches RSE et d'impact. Et au final, il y a un potentiel titanesque en gain de compétitivité qui est permis grâce à l'RSE et l'impact, en tout cas qui peut être permis grâce à l'RSE et à l'impact, que ça soit au niveau RH et au niveau commercial. Alors, je vous ai mis cinq datas assez parlantes. Il y a déjà l'idée RH pour recruter et motiver les talents. Aujourd'hui, c'est presque 2/3 des jeunes qui ne veulent pas travailler pour une entreprise qui n'a pas un impact positif. Et la RSE à l'impact est devenu d'ailleurs première cause de motivation d'entreprise avant le salaire. Et le coût d'un motivé non salarié se chiffre en dizaines de milliers d'euros par an et par collaborateur. Donc, rien qu'au niveau RH, si je n'ai pas une démarche environnementale et sociale engagée et que je n'y vais pas à fond dans l'impact et la RSE, non seulement je ne vais pas réussir à trouver des talents sur les nouvelles générations, mais en plus de ça, les talents actuels vont sûrement quitter ma boîte pour aller dans une entreprise à impact et en tout cas ne seront pas motivés au mieux. Et donc, ça aura des coûts RH assez conséquents. Et au-delà du RH, il y a surtout l'aspect commercial où aujourd'hui, c'est plus de 90% des Français qui ont changé leurs habitudes pour des raisons environnementales. Alors, Greenflex a parlé de 80%, BPI France avait parlé de 90%, mais les ordres de grandeur, c'est la grande majorité des Français qui veulent aujourd'hui consommer avec impact. Mais c'est le cas aussi chez les grands comptes, où plus de la moitié des grands comptes intègrent aujourd'hui des données environnementales et sociales dans les appels d'offres. Et c'est quelque chose qui augmente chaque année, ce sont des stats qui évoluent sans cesse. Et donc plus tard on s'y mettra, plus tard on y perdra. L'élément clé qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tous ces stats-là ne sont qu'un potentiel. Ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. On va le voir pourquoi. Mais malgré le fait que le potentiel ne soit pas complètement utilisé, on a quand même un gain de 13% de performance pour une entreprise qui s'engage dans sa RSE. Et ça pourrait être bien plus, à condition qu'on arrive à lever 2 freins majeurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a ces consommateurs, il y a ces talents qui veulent avoir de l'impact dans leur quotidien. Il y a des entreprises qui se transforment ou qui veulent se transformer, mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas encore de pont entre les deux. Parce que déjà, on n'a pas forcément de support efficace pour communiquer ce que je fais. Et il y a surtout une peur de greenwashing qui est à la fois du côté du consommateur, qui est toujours un petit peu méfiant quand il y a une communication de la part de l'entreprise, mais l'entreprise elle-même va parfois se brider parce qu'elle a peur de faire un pas de travers et elle a peur que ce soit perçu comme du greenwashing. Donc, malgré ce potentiel énorme, aujourd'hui, il est sous-exploité parce qu'il n'y a pas encore de communication et de pont qui est fait entre l'entreprise qui s'engage et la communauté de consommateurs, d'acheteurs et de talents. Alors, pour commencer un petit, à rentrer dans le vif du sujet, peut-être présenter un petit peu les différents leviers et outils de communication qui existent aujourd'hui. Et avant de parler de Jessie et de Zei et de la façon dont on peut vous aider à initier, à communiquer cette démarche-là, on va faire un petit point pour expliquer quels sont les freins, quels sont les obstacles qu'il faut réussir à lever et les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber si on veut vraiment pouvoir communiquer au mieux ce que je fais, que ce soit en toute transparence et que ce ne soit pas du tout perçu comme du greenwashing pour tirer profit le plus largement possible de sa démarche RSE et d'impact. Alors, en ce qui concerne les outils de communication actuels, qui sont intéressants mais qui sont loin d'être parfaits, on a d'abord le rapport RSE. Alors, le rapport RSE, c'est les grands comptes parmi nous, et Philippe Kunter, vous les connaissez par cœur. Ce sont des rapports qui, d'habitude, font quand même pas mal de pages. C'est beaucoup de contenu qui sont très complets, mais qui prennent énormément de temps à faire. La donnée, il faut réussir à la collecter. Et le grand problème de ces rapports RSE, c'est que ce n'est pas vraiment un outil et un moyen de communication. La grande majorité des consommateurs et des talents ne vont pas aller consulter les rapports RSE pour comparer deux entreprises. Pour rester dans la logique de la banque,
même moi qui suis très engagé, je ne vais jamais aller comparer la BNP et la Société Générale en me tapant les 300 pages de rapport RSE. Les rapports RSE sont vraiment un outil institutionnel à destination de l'interne et des investisseurs. On a un deuxième canal et un deuxième support de communication qui est un peu plus efficace, qui sont les labels RSE. Alors, il y a deux types de labels. On va voir les labels RSE pur et dur, comme le label Lucie, ou le label RSE engagé de l'AFNOR, qui sont vraiment axés RSE pur et dur, pas trop impact. Et il y a un label qui prend en compte la RSE et l'impact, qui est le label Bicorp, qui est un peu plus connu, mais ces labels sont plutôt destinés aux entreprises qui sont déjà très engagées, ce qui veut dire que les 90-95% d'entreprises qui souhaitent se lancer et qui veulent être dans une démarche de transformation ne peuvent pas forcément prétendre à ce genre de label. Ce sont des labels qui restent quand même assez binaires, c'est je suis labellisé ou pas. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Il n'y a pas une note ou un score un peu plus précis. Et ce sont des labels plutôt entreprises, donc assez efficaces auprès des investisseurs ou dans les appels d'offres, mais ce ne sont pas des labels qui sont connus auprès des consommateurs, auprès des talents, même auprès des salariés, à part peut-être le label Bicorp, qui aujourd'hui est assez connu dans le domaine des startups, donc au niveau des talents. Mais il reste peu connu auprès des consommateurs. Et le troisième levier de communication, et peut-être le moins efficace, c'est la communication qui va être directe. En tant qu'entreprise, je vais souhaiter communiquer et partager ce que je fais sans passer par un tiers de confiance. Et sur ce levier de communication, il y a énormément de défiance de la part du public, tout simplement parce que l'entreprise va choisir de communiquer ce qu'elle fait de bien. Et la plupart du temps, elle va masquer ce qu'elle fait de mal. Et c'est de là que vient la défiance. Si je prends l'exemple Ikea, dit demain, j'ai mis des panneaux solaires sur le toit de tous mes magasins, c'est très bien, mais il y a énormément d'autres éléments que je dois prendre en compte. Est-ce que mon bois, il est certifié? Est-ce que mes matières premières sont durables? Et donc, cette communication directe a une efficacité qui est quand même assez limitée, et aujourd'hui, ça se fait de moins en moins parce qu'il y a cette peur du greenwashing. Donc, pour communiquer efficacement, les quelques conseils qu'on pourrait vous donner, c'est d'abord, ne pas mentir sur son produit. Ça, c'était le greenwashing qui se faisait, disons, il y a 20 ans. C'est qu'on essayait de faire un packaging un petit peu vert pour tricher en quelque sorte sur la durabilité de mon produit. Donc, ça peut être soit un message dans lequel je vais mentir, soit tout simplement des couleurs qui vont être vertes pour essayer de faire comme si mon produit était vert. Ce modèle de greenwashing ou de communication, il ne se fait plus trop aujourd'hui parce qu'avec les réseaux sociaux et avec tous les bad buzz que certaines entreprises se sont prises, voilà, ça reste quand même beaucoup plus rare, en tout cas en Europe et aux États-Unis. Et aujourd'hui, il y a deux autres moyens de faire du greenwashing, deux autres leviers de communication sur lesquels il y a quand même pas mal de défiance. Le premier, c'est justement les entreprises qui vont choisir de ne communiquer que certains éléments, mais uniquement les éléments qui leur arrangent. J'ai pris l'exemple d'IKEA, mais ça se fait assez souvent. Et le meilleur moyen de communiquer efficacement pour avoir justement ce retour sur investissement potentiel RH et commercial, il faut être complètement honnête sur l'ensemble des enjeux qui vont être importants pour mon entreprise, en expliquant à la fois ce que je fais de bien sur les enjeux où j'ai déjà avancé, mais aussi montrer et être honnête sur ce que je ne fais pas encore. Quand je suis dans l'énergie, il faut que je sois très honnête sur le fait que mon énergie, elle est bas carbone à 30%, elle est renouvelable à 30%. J'ai mis en place une politique d'achat responsable, d'économie d'eau, d'accord. Mais il faut surtout parler des éléments clés, des enjeux qui pèsent le plus dans mon cœur de métier, en étant complètement transparent et ouvert sur ce que je fais de mal. Et donc, le message, c'est de dire, je ne suis pas parfait, ça, je le fais bien, mais voici tout ce que je ne fais pas encore. Et encouragez-moi, je vais m'engager à avancer et je vous propose de communiquer à ma progression sur chacun de ces enjeux-là. Donc, vraiment, ne pas essayer de cacher ce que je ne fais pas, mais être complètement ouvert et transparent, parce que cette honnêteté et cette transparence, c'est un petit peu rare aujourd'hui dans la communication, et c'est ce que les gens recherchent. À la fois les salariés, mais aussi les consommateurs, les talents et les grands comptes. Enfin, le dernier conseil, celui-là, c'est lié à une forme de greenwashing qui est assez récente, c'est de toujours parler d'impact relatif et pas d'impact absolu. On voit beaucoup d'entreprises qui vont communiquer sur le fait qu'elles ont permis de planter tant d'arbres, ou qu'elles ont permis d'éviter tant de tonnes de CO2, ou que leur produit a consommé tant de kilowattheures d'énergie. Cette communication absolue n'a vraiment aucun sens
parce qu'elle n'est pas relative en quelque sorte à mon cœur de métier et à l'ampleur de ma portée d'entreprise. Prenons un exemple très concret. Aujourd'hui, Uber peut très bien communiquer sur le fait qu'ils ont 1 million de véhicules électriques sur la route. Donc le chiffre d'1 million absolu paraît très sexy comme ça, mais quand on relativise une donnée absolue, peut-être que c'est 1 million de véhicules électriques, c'est 0,1% de la flotte de Uber. Et quand on met ça en parallèle avec une entreprise comme Marcel Cab, donc un VTC parisien, qui va avoir que 500 véhicules électriques, mais ces 500 véhicules électriques, ça va représenter 50% de la flotte. Donc parler d'1 million et de 500, ça n'a aucun sens, parce que Uber a beaucoup plus de véhicules. Ce qui compte, c'est de parler d'impact relatif. La part de ma flotte qui va être électrique. Les kilowattheures d'énergie consommés ou les tonnes de CO2 que j'ai émises pour un produit conçu, ou pour un client, ou pour 1 million de CA. Et donc, il faut vraiment intégrer du relatif, du compréhensible dans ma communication pour pas que ça soit perçu comme du greenwashing. Et surtout pour que le consommateur et les talents puissent comparer deux boîtes qui n'ont pas forcément la même taille, qui n'ont pas forcément la même clientèle, comme c'est le cas entre Marcel et Uber. Donc, il y a vraiment ces trois règles qu'il faut prendre en compte pour que la communication soit bien perçue, qu'il n'y ait pas de problème, en tout cas de crainte de greenwashing de la part des parties prenantes à qui on va communiquer. Et ça, il faut le faire sur tous les enjeux environnementaux, sociaux. Alors, pourquoi pas la gouvernance? Parce que la gouvernance, ça reste quand même un peu plus secondaire. En tout cas, il faut vraiment parler de tous mes enjeux environnementaux et sociaux. Et dans ces enjeux environnementaux et sociaux, il y a un enjeu aujourd'hui qui est prioritaire quand on regarde un petit peu l'intérêt ou la sensibilisation du grand public à l'environnement, c'est le climat. Et donc, pour parler de CO2 et de climat, Philippe? J'arrive. Merci pour cette transition. Oui, l'engagement RSE Pardon, au sens Philippe. global. Simplement juste avant, Noël, il y a deux petites questions qui te concernent sur le question-réponse et tu peux répondre justement pendant que Philippe parle. C'est top. Désolé, À Philippe. l'écrit, ouais. Non, mais c'est bon. Non, je disais, pourquoi ce webinaire avec Zai? Parce qu'on respecte tous les deux la règle du PPP, hein, to protect the planet, the people and the profits. Et rendre compte. Hein, ne pas oublier que la RSE aujourd'hui, ce n'est pas simplement le bilan carbone ou un engagement sociétal ou quelques traits de communication, c'est un de tout. Alors, protéger la planète, c'est naturel, c'est contre le réchauffement climatique. Protéger les gens, c'est encore plus naturel, c'est la santé des gens, c'est principalement le sanitaire et les nuisances. Et protéger le profit, bien évidemment, une entreprise qui n'aurait pas une pérennité économique mettrait en danger ses salariés, les familles de ses salariés et l'ensemble du système. Donc, la réalité du bilan de gaz à effet de serre est une réalité donc planète. On va déjà voir ce qu'on peut faire chacun pour réduire son impact et donc réduire ses émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète. C'est ce que j'appellerais, moi, la volonté personnelle de prendre sa part dans cette lutte. On ne peut pas considérer que cette lutte soit l'affaire uniquement des gouvernants et des multinationales. Elle est l'affaire de tous, individus, TPE, PME, groupes, etc. Le bilan GES sert à ça, en fait. Je prends conscience, donc je vais faire le tour du propriétaire. Quelles sont mes émissions? Donc, je vais faire le tour. Quelles sont, dans cette organisation un peu bizarre de scope 1, scope 2, scope 3, quels sont les postes qui sont importants chez moi et quels sont les postes sur lesquels je peux agir. Scope 1, scope 2, c'est plutôt relatif à l'énergie. Scope 3, c'est plutôt relatif aux fournitures, aux achats et aux déplacements internes. Donc, je vais, grâce à ce bilan GES, identifier les postes importants et détecter les gaspillages. Et là, c'est intéressant, c'est tout de suite un effet économique. Qui dit gaspillage, dit réduction de gaspillage, dit donc économie. Et la communication positive, donc je rejoins totalement ce que disait Noël tout à l'heure, communiquer sur son engagement à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, c'est pour soi, c'est pour l'entreprise, mais c'est aussi pour ses collaborateurs, c'est aussi pour ses fournisseurs, c'est aussi pour ses clients, c'est aussi pour les autorités. C'est positif, je crois qu'il n'y a personne décemment instruit de ces sujets sur la planète qui puisse dire qu'il ne faut pas lutter contre le réchauffement climatique, qu'il ne faudrait pas que chacun en prenne sa part. Slide suivante. Voilà. Donc, au-delà de la motivation, gouverner, c'est prévoir. Donc, gérer une entreprise, c'est aussi prévoir. Il y aura tôt ou tard une future taxe carbone. Elle va s'appuyer sur les émissions de GES. Donc, dès ce jour, mesurer ces émissions de GES pour dès immédiatement commencer à les réduire, c'est une économie frappée du bon sens. Deuxième élément, d'un point de vue économique, depuis août 2019, l'ensemble des collectivités territoriales peuvent, si elles le désirent, imposer le bilan GES dans leurs appels. Alors, sachant que les collectivités font la moitié des achats en France, la commande publique, c'est la moitié du chiffre d'affaires français en termes de consommation intérieure,
il vaut mieux s'y préparer et il vaut mieux avoir son bilan GES dans son tiroir, non seulement pour se faire plaisir, non seulement pour prendre sa part, non seulement pour faire des économies, mais aussi simplement pour pouvoir répondre à des appels d'offres. Cette dynamique positive du bilan, on peut la répartir dans l'entreprise. Une entreprise qui est multi-établissement ou qui est multi-filiale, mais aura soin de mettre en place des challenges internes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On ne peut pas condamner dans l'absolu qui ou qu'est-ce pour un volume d'émissions, mais par contre, on peut féliciter celui qui les réduit le plus d'une année sur l'autre. C'est un bon challenge interne qui changera des habituels challenges sur le chiffre d'affaires, sur plein de choses très économiques qui n'ont plus beaucoup de sens de nos jours. Slide suivante. La loi, oui, j'en parle en dernier. La loi, elle s'impose à tous, les grandes entreprises et les grandes collectivités depuis une dizaine d'années, et pourtant elles sont moins d'un tiers d'entre elles à remplir correctement. Ces 2800 obligés en France n'ont pas montré l'exemple. La loi déploie depuis maintenant décembre 2020, dans sa loi de finances 2021, l'obligation de rédaction de bilan GES pour toutes les entreprises de plus de 50 personnes qui ont profité d'une manière ou d'une autre du plan de relance Covid. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Ceci doit être fait avant 2022, fin 2022. Alors, je dis à ceux qui vont être obligés de le faire, la loi n'ayant prévu que de le faire sur le scope 1, scope 2, qui, entre parenthèses, ne sont pas vraiment des bons éléments de gestion et d'appréciation de la vie de l'entreprise, d'aller jusqu'au bout, de faire le scope 3 avec des outils GCI. Pourquoi pas, pour trouver à l'intérieur de ce bilan GES des ressorts de croissance, des ressorts d'économie, ressources de bien-être pour l'entreprise. Donc la loi, on la met de côté, elle est là, mais elle n'est pas pratique, pas pratiquement exécutée en France puisqu'il y a un contrôle des sanctions. Par contre, la réalité du marché fait que l'ensemble des grandes entreprises et même des moyennes entreprises vont de plus en plus développer cette notion de demander le facteur d'émission par unité d'œuvre des entreprises, et donc il va falloir que toutes les entreprises aient en permanence leur bilan GES disponible, et je pense sérieusement que d'ici un an ou deux, il sera aussi naturel en fin d'année de donner son bilan classique à son banquier et à ses autorités que de donner son bilan carbone. Slide suivante. Voilà, c'est ce que j'attendais. Bon, on passe à la prochaine. Alors, bonne nouvelle, au milieu de ces nouvelles obligations, de ces nouvelles dynamiques de contraintes, l'ADEME a pris sa part. Donc, l'ADEME et le gouvernement ont pris sa part. Aujourd'hui, si vous êtes une entreprise décidée à faire votre bilan GES, et sous réserve, et c'est très intelligent, que vous l'accompagnez d'un plan d'action et que donc vous dépensiez de l'énergie et de l'argent pour réduire réellement votre bilan d'émissions GES sur 18 mois, l'ADEME va subventionner jusqu'à 80% vos dépenses. Alors, le budget pris en compte doit être supérieur à 5 000 €, ça se comprend bien, parce que même si aujourd'hui les prix d'un bilan GES sont très bas, notamment grâce à GCI, entre 500 et 2 000 €, mais les journées d'accompagnement par les experts, par les consultants, elles sont à payer sur une période de 18 mois. Le budget de 5 000 € est rapidement atteint. C'est réservé aux entreprises de moins de 100 salariés, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises. Slide suivante, c'est très bien. Comment fonctionne GCI? Comment arrive-t-on aujourd'hui à mettre toute cette offre de services pour un budget si bas? C'est un petit peu la grande question que se posent beaucoup de nos interlocuteurs. Premièrement, chez GCI, on a beaucoup investi dans la digitalisation. Ça fait 10 ans qu'aujourd'hui, nos équipes travaillent sur la digitalisation du processus de calcul des émissions de gaz à effet de serre. On a rendu le sujet très attractif, très intuitif, partagé. On peut être plusieurs utilisateurs sur un bilan GES. Il y a énormément d'aides en ligne, que ce soit par explication, par vidéo. Il y a évidemment du support en ligne par nos équipes spécialisées, mais on s'aperçoit à l'usage, on est déjà à plus de 300 bilans GES, qu'il y a très peu de gens qui interrogent notre ligne, ils se débrouillent tout à fait très bien, et je vous encourage à tester vous-même. La référence aujourd'hui concernant le bilan carbone, le bilan GES en France, c'est, reviens un petit peu en arrière, Noël, c'est la méthode bilan carbone de l'ADEME. Aujourd'hui, nous sommes parfaitement conformes à cette méthode bilan carbone. Nous sommes aussi totalement interfacés avec la base carbone, mais aussi avec les bases de référence suisses comme EcoInvent, anglaises comme DEFRA, et INIES pour les travaux publics. Donc, vous verrez dans la présentation quand vous arriverez à rentrer que l'ensemble de ces outils sert d'abord à évaluer, mais aussi tout de suite à réduire et ensuite à tracer tous ensemble avec les équipes internes et externes des trajectoires de réduction. Slide suivante.
Donc, l'exemple de la convivialité, de l'intuitivité de nos services, c'est là, c'est une entreprise dite Socraton. C'est son écran d'accueil. Dans cet écran d'accueil, elle va trouver tout de suite l'ensemble de l'environnement des déclarations qu'elle a faites. Si elle n'a pas fait, ben, elle aura tout de suite à partir de là un scénario. Hein. Il faut retenir que GCI a scénarisé le bilan GES de manière à ce qu'en racontant l'histoire de notre entreprise, on calcule simplement efficacement son bilan GES. Et pour, in fine, je le répète toujours, trouver des pistes de réduction. Donc, les bénéfices immédiats apportés par GCI à toute collectivité ou entreprise privée par rapport à d'autres solutions, ben, elles sont très simples. Elles sont l'ergonomie, elles sont la précision, elles sont la richesse, elles sont la finesse des calculs, l'adaptation à tout segment d'activité. Il y a plus de 80 calculateurs types. L'adaptation à toute particularité de l'entreprise. Tous ces questionnaires sont des masques en fait, de saisie sur lesquels on pourra enrichir de questions particulières à son entreprise et éliminer celles qui sont superfétatoires. On pourra aussi, et ça c'est la grande originalité puisque nous sommes 100% dans un monde digital, intégrer les facteurs d'émission de ses fournisseurs, ce qui veut dire qu'on va pouvoir différencier ces fournisseurs non seulement par rapport au prix et à la qualité de service comme d'habitude, mais aussi au poids carbone, ce qui va permettre, puisque le scope 3, c'est-à-dire le carbone importé de ces fournisseurs, pèse 50 à 80% du bilan GES, d'avoir une vraie stratégie de réduction de ces émissions de gaz à effet de serre en associant ces fournisseurs à cette dynamique de réduction. Slide suivant. Le bilan GES s'exprime en consolidant ou pas différentes activités. Alors, cette consolidation peut être analytique. On peut, dans une entreprise, déterminer autant de dépenses énergétiques que post-analytiques d'une comptabilité générale, mais aussi, il peut évidemment décider dans une entreprise de faire autant de bilans que de filières, de filiales, d'établissements juridiques, d'établissements commerciaux pour consolider à la fin de l'année. Alors, quel est l'intérêt de ces consolidations? C'est qu'elles permettent point à point de motiver chacun des opérateurs à s'engager lui aussi dans cette dynamique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'un bilan GES qui serait fait en centrale serait finalement une accumulation de chiffres venant de l'ensemble des filiales et succursales de l'entreprise sans grand intérêt pour la motivation des troupes. Donc, nous avons prévu dès le départ que tout bilan GES peut être l'affaire d'une équipe qui le rédige, qui le fait ensemble, ou peut être aussi l'ensemble d'une équipe qui chacun fait le sien et consolide en fin d'année. Ceci est valable pour les entreprises de une personne à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, sur les quelques centaines de références que nous avons aussi bien des groupes internationaux que des TPE tout à fait classiques. Slide suivant. Alors, pour les grands groupes, les moyens groupes, l'intérêt aujourd'hui est de détecter quand même plus finement à l'intérieur de son organisation quels sont les postes, quelles sont les activités sur lesquelles on a réellement fait des économies d'émissions de GES, puis d'autres où on en a fait moins, voire où on a régressé, puisque vous savez qu'un bilan GES global, ça va annoncer un plus ou un moins par rapport à l'année précédente. Ce qui est intéressant, c'est ça, l'intérêt des analyses waterfall que nous délivrons, c'est de permettre d'analyser où on a bien marché et où on a moins bien marché pour tout de suite mettre en place des éléments correctifs. Alors, ces éléments correctifs, ça peut être sur les achats de matières, sur les déplacements, sur le chauffage, sur l'énergie, sur tout ce qu'on peut imaginer. La puissance informatique donne toute la régulation possible. Et avance un peu, Noël, parce que je crois que je suis un petit peu en retard sur mon planning. Donc, les bénéfices immédiats sont des analyses permises grâce à tous les facteurs d'émission disponibles sur les bases référencées, européennes et internationales. Slide suivante. L'intégration des facteurs d'émission, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, c'est de dire j'achète du ciment, j'ai 10 fournisseurs de ciment. Si je ne leur demande pas à eux-mêmes de faire leur bilan GES, j'ai 10 fois le même facteur d'émission par sac de ciment. Si je leur demande de faire leur bilan GES et qu'ils calculent ainsi leur facteur d'émission, j'aurai 10 facteurs d'émission différents. Et à ce moment-là, mon directeur des achats sera très heureux d'appliquer une politique d'achat durable appuyée sur le bilan GES. Il favorisera donc les fournisseurs de ciment au bilan GES le plus faible et encouragera ceux qui ont un mauvais bilan GES à améliorer soit leur processus, soit leur énergie, soit leur emballage, soit leur transport, pour aussi participer à cette réduction d'émissions GES. C'est la clé du raisonnement GCI, le facteur d'émission par fournisseur. Slide suivante. Les bénéfices immédiats pour l'entreprise, pour la collectivité, ils sont toujours supérieurs au prix du bilan, puisque je le rappelle, ce bilan, c'est entre 500 € et 2 000 €. Et chacun sait, pour avoir
gérer une entreprise, que quelques milliers d'euros se cachent toujours dans des gaspillages, que ce soit sur des énergies, que ce soit sur des déplacements, que ce soit sur des matières, que ce soit sur des emballages, tous postes qui sont généralement pas vus vraiment dans le détail dans un bilan comptable, mais qui seront vus dans le détail dans un bilan GES, parce qu'ils sont porteurs de beaucoup d'émissions de GES. Donc aujourd'hui, on peut garantir à tout coup que faire son bilan GES, c'est rentable. Les rapports sont des rapports soit analytiques, comme vous les voyez à l'écran, c'est-à-dire avec les 23 postes réglementaires, les scope 1, scope 2, scope 3, de façon simple. Slide suivante. Ils peuvent être aussi des rapports consolidés. Ici, vous avez un rapport consolidé de 3 entités, hein, un siège social, un entrepôt, une usine, ce qui permet à un directeur de RSE d'avoir clairement ce qui se passe à droite, à gauche, mais ne pas avoir le souci lui-même de rapprocher toutes les écritures en fin d'année. Slide suivante. Bien entendu, chacune des entreprises consolidées bénéficie elle-même de son propre bilan analytique qui est sa source de trajectoire de réduction. Slide suivante. On peut avoir aussi des bilans comparatifs pluriannuels pour mesurer ses progrès. Là, on a le bilan d'une entreprise Host Group sur 3 ans, 2017, 2018, 2019. On va avoir la progression générale, mais aussi la progression par poste. Il y avait les analyses waterfall aussi, appuyer là où ça fait du bien et puis freiner là où ça fait du mal. Slide suivante. Nos références, donc elles sont de toute nature, hein, ici, ailleurs, petites, moyennes, grandes boîtes, qui attestent notre solidité et à la fois méthodologique et opérationnelle. Slide suivante. Et voici, maintenant, je laisse la parole à Noël pour un petit peu fusionner ces deux discours qui ont pour objectif de vous montrer pourquoi notre collaboration est là pour vous aider. À toi, Noël. Yes, carrément. Alors, pour appuyer sur quelque chose que tu viens de dire, c'est l'automation. Si on veut pouvoir accélérer justement ces démarches d'impact-là au plus grand nombre en rendant ces démarches et ces calculs le plus compétitifs possible, il faut réussir à remplacer quelque chose qui se fait par de l'humain habituellement, par des experts très chers, par quelque chose d'automatique grâce à la technologie. Ce que tu fais sur le CO2 et que nous, on fait sur l'accompagnement à l'impact de manière un petit peu générale. Alors, pour présenter un petit peu Zei, la manière dont ça fonctionne, de manière macro, avant de parler de l'aspect communication, on a inventé une matrice, un algorithme qui est aujourd'hui unique au monde et qui permet d'identifier pour chaque entreprise tous les indicateurs d'impact et RSE les plus importants en fonction de l'activité, la taille de ce que je vends comme produit-service et de mes caractéristiques. Donc, c'est au total 200 activités, 10 tailles d'entreprise, 300 caractéristiques qui vont être attachées à plus de 650 indicateurs d'impact et RSE. C'est automatique, c'est gratuit à l'inscription et on va en plus pondérer tous les enjeux et tous les indicateurs en fonction de leur importance pour votre entreprise. Et donc, que vous soyez une grande banque internationale ou le boulanger du coin, vous aurez toujours une grille avec des indicateurs extrêmement précis qui correspondent exactement à vos responsabilités avec ce que vous devez mettre en place. Ça vous permet de comprendre justement quels sont vos enjeux et dans quel ordre de priorité pour pouvoir mieux communiquer derrière. Et donc, ça, c'est gratuit, adapté à toutes les tailles, tous les secteurs. Et c'est cette gratuité qui me permet d'aujourd'hui d'avoir plus de 2500 entreprises inscrites qui ont reçu cette stratégie d'impact au lancement. Et donc ça ressemble un petit peu à ça, avec des coefficients, des critères extrêmement précis. Donc, on commence, tout est à zéro. À partir de là, le but, ça va être justement de mesurer là où j'en suis sur chaque indicateur. C'est fait sur justificatif pour qu'on vérifie la donnée et qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de greenwashing, donc tout soit vraiment validé, attesté. C'est également utilisé comme outil de pilotage avec une interface de gestion de projet. Je vais pouvoir créer mes plans d'action et avancer dans la durée sur chacun des critères. On a également un outil de progression avec un catalogue de 800 innovations et solutions pour avancer sur chacun de mes enjeux. On peut également inviter ces équipes pour leur attribuer des enjeux, pour co-construire la démarche avec eux. Et surtout, les profils que je viens de montrer, où j'ai tous mes enjeux, là où j'en suis, mes objectifs avec une date butoir, je vais pouvoir les partager, les communiquer de plein de manières différentes pour avoir le plus gros ROI possible. Donc, beaucoup d'entreprises vont aller intégrer les données directement sur leur site web avec des critères clés. D'autres vont intégrer Zei comme un nouveau réseau social à côté de Facebook, Twitter, Instagram pour en un clic accéder à l'information. Donc, c'est des données et des liens qu'on peut mettre un petit peu partout sur ces sites et sur ces supports. Mais on fournit également un QR code un petit peu sur mesure, designé à votre charte graphique, à votre logo,
que vous pouvez intégrer sur des plaquettes commerciales, sur des kakémonos. Ça peut être intégré sur vos packaging, sur les étiquettes si vous vendez des vêtements. Ça peut être également affiché sur des posters, comme celui d'Insect que vous avez sous les yeux, dans les bureaux, dans les agences, dans les magasins. Donc à tout moment, n'importe quelle partie prenante, et on a scan, arrive sur la vitrine de vos engagements, comprenne vos enjeux, dans quel ordre de priorité, votre progression actuelle sur chacun d'entre eux, vérifiée pour éviter le greenwashing, mais également vos objectifs sur chacun d'entre eux, et comment vous vous positionnez par rapport au reste du secteur d'activité pour que le consommateur, le client ou le talent puisse comprendre que vous êtes bon ou pas et comment vous êtes par rapport aux autres secteurs d'activité. Donc l'ambition étant, à terme, de faire en sorte que les boîtes les plus engagées attirent les parts de marché et attirent les talents, et que les boîtes qui ne s'engagent pas assez vite, perdent en compétitivité et sont presque forcées par le loi du marché d'avancer et de progresser. Et sur Zei, par contre, on n'a pas encore une calculette CO2 qui permet d'intégrer la partie climat dans son profil et dans son rapport. Et la partie CO2, c'est entre 3 et 6 critères d'impact, notamment avec un gros coefficient pour les grands groupes. Et c'est là qu'intervient du coup GCI, qui vous a déjà présenté et que je te laisse représenter du coup. D'accord. En détail. Sur GCI, donc je reviens un petit peu. Vous avez dû vous apercevoir que je ne maîtrisais pas trop l'enchaînement des slides. Donc, nous sommes attachés principalement au mot planète, au mot climat. Et ce qui est curieux, c'est que nos interlocuteurs de plus en plus viennent avec une casquette RSE. Alors, ceci s'explique sur le principe que jusqu'à présent, le bilan carbone, le bilan GES était pour les uns, pour les autres, quelque chose d'assez obscur. Et donc, on rejoint très vite, nous, les intérêts de Zei, de mettre en place des indicateurs de bilan carbone qui soient accessibles par tous, contrôlables par tous et transparents. J'ai reçu dans le chat une question concernant la transparence justement des facteurs d'émission des utilisateurs de la plateforme. Nous avons aujourd'hui un peu plus de 10 000 utilisateurs dans le monde du transport de notre plateforme. Mais aujourd'hui, nos clients donneurs d'ordre qui utilisent ces transporteurs ont accès en toute transparence à la méthode utilisée et aux hypothèses utilisées par les transporteurs pour calculer leurs facteurs d'émission, si le transporteur les autorise. Donc, ce n'est pas du tout la transparence pour la transparence, c'est la transparence entre donneurs d'ordre et fournisseurs qui va permettre à chacun de se respecter dans son comportement éco-responsable. La slide suivante. De la logique même de toute organisation qui veut grandir, qui veut construire son écosystème, c'est donc bien l'écosystème cercle vertueux qui commence par calculer, qui finit par réduire et qui rebondit, je dirais, sur l'engagement RSE, l'engagement planète, c'est-à-dire les ODD. Et là, on sort du domaine d'application de GCI, calcul, réduction, pour entrer dans le domaine compensation interactive avec les objectifs de développement durable définis depuis 2015 par l'ONU. Et c'est pourquoi, je vous disais tout à fait en introduction, que nous avons choisi 2 partenaires aujourd'hui pour nos clients qui souhaitent compenser. Un partenaire suisse qui s'appelle Alcott, qui nous apporte des programmes riches en ODD en Amérique latine, en Afrique et en Asie-Océanie. Et un partenaire français, Aera Group, qui nous amène plutôt des programmes connotés énergie et éducation, qui sont plutôt situés, eux, exclusivement en Afrique. Donc, quelle est la différence entre les deux? Bon, d'abord, il y a les prix. Les prix aujourd'hui s'étagent entre 2 et 6 euros. Donc, prenez en compte cette réalité du marché. Les crédits carbone aujourd'hui, ça vaut entre 2 et 6 euros quand ils sont non labellisés bas carbone, comme le sont les programmes français labellisés bas carbone. Et les produits labellisés bas carbone, parce que faits en France dans des conditions économiques largement différentes, sont entre, on va dire, 25 et 40 euros pour ces compensations. En tout état de cause, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas développeurs de programmes, nous nous associons à des développeurs de programmes reconnus qui vont permettre à nos clients d'obtenir des crédits carbone certifiés. C'est ce que j'appelle la neutralité carbone au bout des doigts. Au bout des doigts, vous calculez, au bout des doigts, vous réduisez, et au bout des doigts, vous pouvez acheter des crédits carbone de qualité avec toutes les garanties d'usage. Ensuite, slide suivante. Philippe Kunter, qui est le pape de la RSE à la BPI, va prendre la parole pour nous raconter pourquoi lui, qui connaît bien les 2 sujets, Zei et GCI, il a accepté d'être un petit peu notre grand témoin, ainsi que Frédéric tout à l'heure à cette mini-conférence. À toi, Philippe. Bonjour, trop d'honneur, monseigneur. Ravi d'être avec vous aujourd'hui.
Noël et Philippe. Bon, vous avez dit énormément de choses extrêmement pertinentes et intéressantes. Moi, ce que je peux faire en tant que BPI France, c'est peut-être remettre l'accent sur quelques sujets qui me semblent vraiment aller totalement dans le sens que vous avez pointé. Le premier sujet, le fait d'intégrer pour une entreprise, pour un entrepreneur dit conquérant, l'extra-financier, c'est-à-dire la RSE, en cœur de réacteur, c'est une évidence de plus en plus forte, même hors crise sanitaire. La crise sanitaire a permis de réaccélérer et de remettre un petit peu plus au centre ce sujet. Pourquoi ? Besoin de davantage de sens de la part des salariés. Il y a besoin, comme cela a été dit, d'attractivité, c'est-à-dire qu'une entreprise qui aujourd'hui ne met pas des actions en place sincères, authentiques, comme Noël, tu l'as dit, hein, il ne faut pas simplement amuser la galerie, il faut faire des choses sérieuses, il faut mieux faire peu, mais bien, que beaucoup et très mal, hein, pour être clair. Donc, mais derrière, les conséquences sont importantes. On parle bien sûr d'attractivité, de création de valeur, hein, d'innovation, de sens, et puis aussi surtout de business. Parce qu'une entreprise, et nous on le constate sans arrêt, qui met en œuvre des actions RSE, alors bien sûr à des degrés divers, hein, ce peut être plus environnemental que social en fonction de son secteur d'activité, mais se fait repérer. Et se faire repérer, c'est avoir des clients nouveaux, en fait. Et moi, j'ai des exemples en permanence d'entrepreneurs qui me disent, eh bien, j'ai été sollicité par tant de nouvelles relations et ça s'est concrétisé par tant de pourcents de nouveaux clients. Donc, la RSE, c'est aussi un vecteur, je dirais, de business et de développement d'activité. Le deuxième sujet, c'est un élément de contexte. Et ça, vous l'avez rappelé, c'est que nous, c'est ce que l'on observe. Il y a aujourd'hui un raidissement, une concentration de textes. Donc, il y a bien sûr tout ce qui a trait à la taxonomie, dont on va parler de plus en plus, la taxonomie européenne, qui va donner des éléments de langage sur l'ensemble de ces sujets. Hein, je pense davantage sur le volet environnemental, mais il y a aussi la loi énergie-climat, d'autres articles et des décrets qui vont arriver et qui vont impacter un certain nombre d'entreprises. Philippe, tu l'as fait remarquer, la question de seuil sur ces sujets va en s'amenuisant. Hein. Par exemple, on a bien vu que, par exemple, sur les plans de déplacement, il y avait à un moment donné des seuils pour 500 salariés, c'est descendu à 100 et ça redescend. Donc, il y a toutes les entreprises vont bientôt être impactées par ces sujets. Et je dirais que les textes, c'est une chose, mais ce qui est encore plus, je dirais, puissant, c'est le fait de s'engager avec volontariat et volontarisme. Et ça, c'est le cas de la plupart des RSE, hein, puisqu'on sait très bien que tous les rapports, la déclaration de performance extra-financière, etc., bah, ce sont pour les entreprises qui sont au-delà d'un certain seuil de salariés. Et ça veut dire que pour la grande majorité de nos entreprises, eh bien, ce sont des initiatives personnelles. Alors, il faut casser le cou aussi à des idées reçues, notamment sur la RSE, du style, et moi je l'entends souvent, on fera ça plus tard quand on aura le temps, c'est compliqué, ça a un coût. Alors, oui, c'est un peu gourmand parce qu'il faut s'y mettre, c'est un sujet nouveau. En revanche, non, ça veut dire qu'on peut faire des choses très simples et il y a des tas d'accompagnements qui se font de manière extrêmement efficace pour déjà partir de ce que fait chaque entreprise dans son secteur. Et il y a des choses parfois remarquables et qui n'ont même pas été identifiées par les entrepreneurs, donc il faut les exhumer, leur donner du lustre, du brio, mettre en cohérence avec d'autres actions et ça donne de la puissance et de la visibilité. Et là, on parle de ce qu'on a dit tout à l'heure, attractivité, etc. Un bon exemple, le réveil écologique, les 32 000 étudiants qui, chaque année, envoient des questionnaires à des entreprises et qui sélectionnent les entreprises en recommandant aux jeunes étudiants d'aller dans telle entreprise plutôt que telle autre, ça, c'est extrêmement concret. Et les questions ne sont pas toujours faciles. Hein. Moi, je peux vous le dire, je le remplis pour BPI France. Parfois, il faut s'accrocher, mais il faut le faire avec sincérité et honnêteté. Ça, c'est important pour pas qu'il y ait de distorsion entre ce qui est projeté et ce qui est fait dans l'entreprise. Alors, il y a des grands enjeux, hein, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, les grands thèmes, mais des actions extrêmement concrètes, naturellement. Et ce qui est pointé là, au-delà de la RSE, sur le climat. Alors, le climat, nous, on considère au sein de BPI France que c'est un sujet central. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a le constat que vous connaissez tous, le GIEC, etc., hein, ce qui est bon pour la planète. Mais au-delà de ça, derrière, c'est la transformation de nos entreprises. C'est l'innovation. Ce sont les solutions qu'on peut mettre en œuvre, la création de valeur et derrière l'emploi, c'est-à-dire créer de nouveaux gisements d'emploi aussi pour nos entreprises. Donc pour nous, c'est un combat qui est juste nécessaire et important. Et sur ce registre,
il ne faut pas rester de manière hors sol. Et comme vous l'avez expliqué, il y a des outils, il y a des choses extrêmement concrètes qui permettent, pour une entreprise, quelle que soit sa taille, j'irais de s'y mettre. Et de s'y mettre, c'est la mesure de ces GES, de ces gaz à effet de serre. C'est de manière extrêmement concrète. Alors, il faut plusieurs conditions à ça, quelles que soient les entreprises. Moi, je rejoins totalement votre propos. Il faut que ce soit facile, il faut que ce soit concret, il faut que ce soit évolutif. Parce qu'au départ, bon, ce n'est pas toujours facile d'utiliser cet outil et de s'y mettre concrètement. Il faut une petite période de rodage, mais rapidement, c'est un outil de pilotage. Et pour reprendre la fameuse phrase, quand on commence à mesurer, ça compte. Mais la finalité, ce n'est pas la mesure, et vous l'avez dit également, c'est qu'est-ce que l'on fait à partir de cette mesure. La mesure, c'est derrière, très concrètement, dans chaque entreprise, en fonction de sa taille, en fonction de son secteur d'activité. Le prisme du secteur d'activité est juste essentiel, c'est la création d'un plan d'action derrière pour, c'est un peu le cap qui est donné par rapport à la stratégie nationale bas carbone, c'est savoir comment j'inscris mon activité, comment je l'oriente. C'est un peu un sujet balistique, comment j'oriente effectivement mes activités pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et ce en quoi répondre un petit peu à ce que l'on souhaite faire collectivement vis-à-vis de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, nous aujourd'hui, on a, et j'en terminerai là-dessus, on a tout un ensemble d'études qui ont été faites. D'ailleurs, je vous invite à les consulter, elles sont gratuites sur nos sites, et notamment une étude sur le climat qui est sortie l'été dernier et qui dit qu'en fait, il y a plus de 80% des dirigeants d'entreprise, quelle que soit leur taille, qui sont extrêmement soucieux et intéressés de la dimension du climat, mais en revanche, il y en a moins de 15% qui l'intègrent dans leur stratégie d'entreprise parce que c'est comment je m'y mets, comment je démarre, etc. Et là, ce que vous proposez, c'est à la fois extrêmement concret. Si vous permettez, ça coche les cases pour un entrepreneur, un entrepreneur ou une entrepreneur de TPE ou de PME, de se dire « je peux faire des choses » et c'est tout à fait concret. Top. Merci pour les dons. Vas-y, Noël. Merci beaucoup. Tu as 2-3 questions, Philippe, dans les questions-réponses, notamment comment est-ce que BPI France participe au plan relance. Ce que je propose, c'est d'enchaîner du coup avec Frédéric de la marque et ensuite prendre un peu de temps pour tous les retours d'expérience et les questions d'un peu tout le monde. Ok. Alors, Frédéric, si tu veux enchaîner. Ouais. J'enchaîne. Bon, je ne parlerai pas aussi bien du RSE que Philippe Kunter, ni aussi bien de vos outils que Philippe et toi, Noël. Moi, je vais me positionner aujourd'hui très clairement comme un utilisateur à la fois de ZAI et de GCI. Pour planter le contexte très rapidement, nous, on a un cabinet de conseil, on ne travaille qu'avec les institutions financières. On est certifié B Corp et ça nous impose du coup beaucoup de choses. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui on a un combat qui est le climat. Voilà. Donc, on travaille auprès des banques pour matérialiser leur risque climatique. Donc, il y a beaucoup de boulot. Et au-delà de ça, moi, j'avais envie, effectivement, par rapport à la prestation qu'on propose, d'être le plus exemplaire possible au niveau de l'entreprise. Donc, moi, je suis un patron de petite PME. On est 160. On a été créé en 2014. J'ai 2 nouveaux outils qui sont arrivés gérés dans mon système de pilotage. Fin d'année dernière, c'est ZEI et c'est GCI. Alors, si je commence par ZEI en tant qu'utilisateur, je suis un peu vendu parce que j'adore l'outil. J'adore l'outil, pourquoi ? Parce que j'adore cet outil parce que moi, je ne vais pas travailler sur la communication, je n'ai pas envie de communiquer vers l'extérieur. C'est ce que disait Philippe. Je ne sais pas si je me mets des limites sur le greenwashing. En tout cas, j'ai un seul outil, c'est mon rapport d'impact. Par contre, en interne, ce que j'adore, c'est pouvoir mesurer et piloter et m'améliorer. Pourquoi ? Parce que j'ai une recertification de B Corp qui arrive dans 1 an et demi. Et ce que j'adore chez ZAI, c'est que je retrouve un peu de B Corp en fait. Disons que dans 1 an et demi, je suis maintenant tranquille parce que je me demandais comment j'allais reprendre encore pour 6 mois, 1 an d'audit, de retravail, sachant que le questionnaire B Corp change tous les ans ou tous les 2 ans. Là, avec ZAI, j'ai une personne qui m'est dédiée quasi et qui bosse sur l'intégration de tout le nouveau questionnaire B Corp pour que je puisse le piloter. Donc ça, c'est chouette.
Il y a 3 éléments chez ZAI, c'est l'environnement, le social et la gouvernance qui vont nous donner une note. Ça, je les pilote et je trouve ça très bien. Donc ça, c'est un outil de pilotage extra-financier. Et du coup, je suis beaucoup plus tranquille, quoi. Je fournis mes preuves, c'est analysé. Ce qui est hyper important aussi, c'est que je peux parler avec ZAI. Je peux parler, c'est-à-dire que hier, par exemple, j'ai passé une demi-heure avec Marie en conf et elle a répondu à toutes mes questions. Je peux partager également l'expérience avec 2 de mes collaborateurs, ma DRH et mon directeur administratif et financier, qui prennent chacun et le social et l'environnemental. Et du coup, Marie est dédiée également en tant que support. Donc franchement, l'outil est très bien et ça permet de piloter vraiment la partie extra-financière. J'accélère parce qu'il faut que je fasse vite. Sur GCI, alors c'était nouveau pour nous, GCI, parce que je n'avais pas prévu en tant que cabinet de conseil de faire mon bilan carbone, puisque je me disais, voilà, je suis une entreprise de service, bon, mes seuls déplacements, c'est quelques coups de voiture pour aller voir mes clients. Donc l'année 2020 était extrêmement particulière, notamment au niveau du transport, donc notre note carbone est certainement un petit peu biaisée, mais ce que j'ai trouvé en GCI, et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est une approche guidée de la base carbone de l'ADEME, pardon. Pour moi, c'était nébuleux. La base carbone, quand vous vous occupez d'une PME, ce n'est pas dans vos principales préoccupations. Et quand vous commencez à mettre le nez dedans, c'est trop complexe. Donc, du coup, ce qui est génial, c'est qu'on a une interface qui est intuitive, qui nous a permis de comprendre les différents postes aujourd'hui d'émissions de carbone de l'entreprise. Du coup, on a fait cette déclaration. On a vu qu'on pouvait être audité et surtout qu'on allait pouvoir progresser. Et ça, c'est vachement bien aussi. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, notre rapport carbone, il n'est pas top. On se rend compte qu'au final, on n'est pas de si bons élèves que ça. Et ça nous a ouvert les yeux. Et donc, du coup, on va bosser avec GCI sur la partie analyse des écarts et de l'audit avec un consultant. Et du coup, on a cette préoccupation, de nous améliorer, ne serait-ce que pour obtenir un score Bicorp de plus en plus important, de montrer qu'on est exemplaire vis-à-vis des banques qui nous demandent aujourd'hui de donner, alors pas encore notre score carbone, mais elles nous disent par exemple que lorsqu'on répond à un appel d'offres, 15% de la note, pour l'une des banques entre autres, va être analysée grâce à notre RSE. Donc pour nous, ça devient primordial. Alors, on ne l'a pas fait pour ça au début. On a des combats. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai envie de leur laisser, si possible, une planète un petit peu plus respirable. Et voilà, j'ai trouvé 2 outils super simples. Ce que tu disais, Noël, et pour terminer sur ZAI, c'est que ce n'est pas forcément que pour les startups qui démarrent, même si c'est un excellent outil pour démarrer. Moi, j'ai été certifié Bicorp, donc je me suis fait le questionnaire plus les audits et la certification une première année, j'ai abandonné. 2 ans plus tard, j'y reviens. J'ai mis quasiment 9 mois pour me faire certifier. Donc, c'est un énorme boulot de structuration de la boîte sur les 6 axes. Je les rappelle très rapidement, c'est la gouvernance, l'environnement, la collectivité, la transparence, l'apport chez les clients et l'apport que vous donnez aux collaborateurs. Donc, c'est hyper structurant pour les boîtes. Et ça, je le retrouve avec ZAI qui va me personnaliser l'ensemble de mes indicateurs. Et sur GCI, ce qui est top, c'est que j'ai pu désacraliser quelque chose qui me paraissait complètement hors de portée pour une PME, hyper obscur quand on parle d'ADEME, quand on parle de bilan carbone, quand on parle d'émissions, qu'on se dit que finalement on émet très peu de carbone parce qu'on est une entreprise de service. Et au final, quand on parle du scope 3, on se rend compte que ce n'est pas forcément vrai. Et du coup, ça nous a permis effectivement d'avoir des actions très concrètes auprès de nos fournisseurs, de nos nouveaux fournisseurs et de fournisseurs qu'on entraînait et de clients également qu'on entraînait vers cette démarche. Voilà. Donc, nous, on essaie de porter un message engagé, comme vous le voyez sur notre raison d'être. On est des spécialistes, on est engagés et on essaie d'avancer et grâce à ces 2 outils. Donc, c'est bien. Voilà. J'en dis pas plus, je pourrais en parler des heures. C'est très gentil. Ça va? C'est gentil, Frédéric. Non, mais je crois que le mot-clé qui a été répété 2 ou 3 fois, c'est le fait de désacraliser toutes ces démarches et les rendre ludiques et les rendre agréables et les rendre surtout partagées à l'intérieur de l'entreprise, que ce soit du côté plateforme ZAI ou du plateforme GCI, c'est le boulot qu'on s'est attaché, nous et nos collaborateurs, de rendre le truc intéressant et vivant, de sortir de ces sempiternels rapports RSE ou carbone qui sortent 1 fois par an et qu'on met dans un tiroir. C'est pour nous un outil vivant.
Ce qui est Ouais. intéressant, Philippe, me semble-t-il, si tu me permets, c'est aussi, on le voit bien avec nos entrepreneurs, hein, il faut que ce soit simple. Et l'avantage aussi, c'est que ça permet soit de faire un travail propre sur soi et de se comparer éventuellement avec d'autres. Donc ça, c'est très important avec la démarche de Noël. Donc, c'est aussi des axes de progrès, parce que la RSE, on se l'est dit, hein, ce sont des axes de progrès. Ça veut dire qu'est-ce que je fais pour améliorer. C'est aussi la logique de Bicorp d'ailleurs. Top. Alors, pour continuer, parce qu'il nous reste encore quelques minutes, ça peut être pas mal de répondre un petit peu à toutes les questions qui ont été posées pendant cette petite heure. On a eu beaucoup de questions sur le scope 3. Je ne sais pas si ceux qui les ont posées veulent prendre la parole. N'hésitez surtout pas. C'est à vous. Si tu veux, je prends la nature ayant horreur du vide. Jusqu'à il y a très peu de temps, l'essentiel des grandes entreprises qui acceptaient quand même de faire leur bilan GES s'arrêtaient au scope 2. Elles faisaient scope 1, scope 2, l'énergie, les achats d'énergie, parce qu'elles considéraient que le scope 3 était beaucoup trop compliqué, beaucoup trop lourd, etc. etc. Et c'était un petit peu un péché en la matière, puisque le scope 3, comme chacun le sait, c'est 50 à 80% de l'empreinte carbone des entreprises. Alors, il fallait résoudre ce problème. Ce problème, c'est un problème de trouver tous les facteurs d'émission relatifs à chacun des postes d'émission et surtout de les améliorer par l'implication des fournisseurs. Ceci est essentiel. Hein. Se contenter de faire un bilan scope 3 avec uniquement des facteurs d'émission référents à la base carbone ou la base éco-event, c'est une première étape qui permet d'y voir clair. Mais l'étape tout de suite enclenchée sur ce scope 3, c'est demander à chacun des fournisseurs qui est significatif de faire à son tour son bilan GES, d'en extraire le facteur d'émission par unité d'œuvre, c'est-à-dire, vous savez, en comptabilité, on appelle ça le prix de revient unitaire par produit. Là, ça va être le poids carbone par produit, de manière à pouvoir insérer dans son bilan carbone au niveau du scope 3, non pas le facteur d'émission moyen du produit ou du service considéré, mais la réalité. Et cette réalité est des fois très intéressante. On a des fois des rapports de 1 à 10 entre le facteur d'émission prévu dans la masse carbone et le facteur d'émission réel, parce que le fournisseur aura eu soin de prendre des matériaux différents, un processus industriel différent, un transport différent, un emballage différent, etc. etc. Donc, c'est très intéressant. On l'a vécu dans le transport, hein, au niveau du transport international que nous connaissons bien. L'ensemble des donneurs d'ordre aujourd'hui souhaitent la vraie information, opération par opération, transporteur par transporteur. Ça va arriver très vite pour tous les fournisseurs. Donc, ce scope 3, c'est une clé du progrès et c'est une clé d'une nouvelle relation avec ses fournisseurs. Bien évidemment, on a des fournisseurs au bout du monde, pour certains. On ne va pas pouvoir leur demander à chacun de faire le bilan GES complet, parce qu'ils n'auront pas beaucoup de chances d'être compris. Alors, on peut par contre fonctionner de façon intermédiaire en faisant des calculs grâce à la base impact, justement d'impact d'un produit ou d'une matière par la décomposition de ce produit en des différents matériaux ou composants. Bon, c'est un petit peu technique, mais je vous encourage à revenir poser des questions ou à aller directement sur le site pour avoir toutes ces réponses. Le troisième élément, je vois apparaître toujours cette question, c'est a-t-on besoin d'une formation préalable? Bien entendu qu'il est intéressant et qu'il est nécessaire pour ceux qui veulent faire leur métier de compréhension de prendre une formation complète à la méthode bilan carbone, et l'association ABC le fait très bien, mais on n'arrivera pas à former les 4 millions d'entrepreneurs français. Il faut donc bien comprendre que l'outil GCI est fait pour les entrepreneurs qui décident de faire eux-mêmes leur bilan GES dans les meilleures conditions du monde, scope 1, scope 2, scope 3, sans aucune formation préalable, puisque c'est la machine qui est formée, c'est la machine qui est intelligente pour les accompagner. Et bien évidemment, quand il y a une difficulté, quand il y a un point d'interrogation, il y a des supports en ligne, il y a des supports téléphoniques, il y a des supports de nature, mais je l'ai déjà dit, l'expérience fait qu'aujourd'hui, on voit bien que les gens se débrouillent tout seuls pour faire leur bilan GES, et dès qu'ils ont fini, on appelle à des experts qui c'est le métier, pour engager des plans de réduction. Est-ce que ça correspond à la question qui avait été posée, aux questions hein, qui ont été… Alors, vas-y. Laure, est-ce que tu peux expliquer comment est-ce qu'on fait pour poser les questions et répondre? Oui, pas de souci. Alors, je ne vais pas
pouvoir mettre tout le monde, pour que vous puissiez parler. Par contre, du coup, il y a une fenêtre, donc vous pouvez taper sur converser dans la barre latérale en bas, ou le Q et R, donc c'est questions et réponses pour que vous puissiez poser toutes vos questions et qu'on puisse y répondre du coup en direct. N'hésitez pas si jamais il y a un souci, par mail aussi à m'envoyer des petits mails si jamais vous n'y arrivez pas. Noël, tu reprends peut-être la main sur les questions ou je sais que tu étais pas mal dessus. On a alors une pour Philippe Kunter concernant BPI France. Comment est-ce que BPI France participe au plan France Relance? Je sais que vous Alors, avez beaucoup d'éléments à bon, dire. le plan, on participe naturellement au plan de relance qui est articulé en fait en trois axes, hein, pour être schématique. Donc on parle du plan des 100 milliards. Il y a grosso modo un tiers en montant 30 milliards sur le volet écologie, un autre tiers sur le volet compétitivité et innovation, et 30 à peu près, oui, un peu moins de 35 milliards. Et le dernier, c'est la cohésion sociale et territoriale. Donc on participe sur l'ensemble de ces volets, hein, du plan de relance. On a mis en place tout un ensemble d'actions, de fonds spécifiques, etc. Hein. Ce qui est très important, c'est que dans le cadre de ce plan de relance, on n'a jamais différé du tout la question de l'environnement, c'est-à-dire des actions sur la transition écologique énergétique. Tout ce qui a trait à nos actions dans le cadre de notre plan climat sur la lutte contre le réchauffement climatique, on l'a totalement intégré à l'intérieur. Pour nous, c'est un élément qui est vraiment tout en haut de la pile au niveau de la stratégie de BPI France aujourd'hui. Et donc, ça se concrétise par tout un ensemble d'actions à destination des entreprises, dans les financements, dans les gammes de financement, dans les investissements, dans tout ce qui est accompagnement, hein, et services. D'ailleurs, avec l'ADEME, sur des diag écoflux, ce genre de choses. On a même créé une communauté aussi pour les entreprises pour qu'elles se distinguent et qu'elles jouent un effet d'entraînement. C'est la communauté du Coq Vert, qui est une communauté importante pour tout l'écosystème des entreprises qui veulent montrer qu'elles veulent gagner l'enjeu de la transition énergétique et écologique. Donc, pour nous, c'est très imbriqué à l'intérieur. Je ne parle pas de certains chantiers, ça serait trop long, mais on a parlé sur les scopes simplement en 2 secondes. On a réalisé avec un partenaire toutes les mesures d'empreinte et d'intensité carbone sur les 3 scopes, sur l'ensemble de nos portefeuilles, financement, garantie, investissement, assurance export, pour justement se mettre en ordre de bataille et avoir des plans d'action et pour entraîner les entreprises en termes de conseils. Donc aujourd'hui, la dimension de l'accompagnement pour nous, dans le cadre du plan de relance, indépendamment des actions de financement et d'investissement, est juste centrale. Et je dirais, on fait feu de tout bois pour monter en puissance. Alors, je fais juste un coup de pub. On organise le 6 avril, le jour E, environnement, énergie, hein, E pour environnement ou énergie. Malheureusement, on ne peut pas le faire en présentiel. C'est justement pour entraîner toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sur ce type d'enjeux environnementaux. Alors, il y a une question de Romain. Alors, je ne sais pas si c'est pour ZEI ou pour GCI, donc on va y répondre tous les deux. En ce qui concerne la certification et l'audit de nos outils, de nos formules de calcul. Alors, en ce qui concerne ZEI, on crée notre référentiel, notre matrice avec des experts sectoriels. On a un board de scientifiques qui nous aide à construire cette matrice. Après, il faut imaginer un Excel avec 300 secteurs et 650 indicateurs. Donc, c'est une matrice à 175 000 cases. Donc, on ne fait pas tout vérifier à une seule personne, mais en tout cas, la méthode de calcul et sa construction a été validée par le ministère qui l'a certifié et labellisé Green Tech Innovation. Philippe Kunter l'a aussi regardé. On avait passé une après-midi entière à creuser un petit peu comment la matrice avait été construite et comment est-ce qu'on avait construit notre approche. Donc, en effet, c'est quand même vérifié. On n'est pas tout seul derrière nos écrans à inventer notre système. Et en ce qui concerne GCI, je pense que… Oui, en ce qui concerne GCI, c'est assez simple. Comme je le disais, la méthode bilan carbone, elle est issue elle-même au tout départ du Greenhouse Gas Protocol. Elle est confirmée aujourd'hui par la norme ISO 1465. Donc, elle est extrêmement transparente, extrêmement bien documentée. Elle est remise à jour et elle est associée à ce qu'on appelle la base de facteurs d'émission, dite base carbone. Ça veut dire en clair que pour faire un bilan carbone de manière conforme, il faut à la fois respecter la méthode, ce que nous faisons. Il faut utiliser les facteurs d'émission référents en France, ceux de la base carbone, et au-delà, ceux des facteurs d'émission des fournisseurs quand ils les calculent.
au-delà de la France, hein, la France c'est qu'un hexagone, comme on dit, donc au-delà de la France, on travaille avec d'autres bases de données, sur des bases de données suisses, des bases de données anglaises, des bases de données singapouriennes. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que ce bilan carbone dont on parle beaucoup depuis peu, il existe depuis très 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 longtemps, il est extrêmement stabilisé, il est extrêmement bien documenté, et ce n'est pas facile à faire, mais nous l'avons fait comme d'autres. Il est donc possible d'organiser cette méthode autour d'un logiciel interactif et de le rendre simple d'usage. Ça n'empêche rien de sa complexité en back-office, mais ce n'est pas le problème de l'utilisateur. Et pour répondre clairement, effectivement, il n'est pas possible de se proposer de délivrer un bilan carbone s'il n'est pas totalement conforme, parce que à quoi servirait d'avoir des bilans carbone de différentes méthodologies, puisqu'on serait à ce moment-là incapable de comparer l'un avec l'autre, et puis d'une année sur l'autre, de comparer une trajectoire avec une autre. Voilà, donc il y a aujourd'hui la méthode bilan carbone qui peut être auditée par l'association ABC. On n'a pas fait encore ce choix. On a aujourd'hui assez de recul pour voir comment ça fonctionne. On avait fait en son temps, nous, auditer par Bureau Veritas nos méthodologies de calcul du transport, parce qu'elles sont quand même beaucoup plus sophistiquées et compliquées. Mais voilà, donc ce que je peux dire à nos utilisateurs, c'est qu'on leur garantit que tout ceci est totalement conforme à la méthode bilan carbone et utilise les bonnes bases de données en ce qui concerne les facteurs d'émission. Top. On commence à dépasser un petit peu, il est 16h36. Est-ce qu'il y a quelques questions auxquelles vous voulez qu'on réponde? Une question sur l'ADEME, convaincre les collectivités à faire leur GES. L'ADEME ne fait jamais de bilan GES. L'ADEME est le porteur de la méthode et c'est le porteur de la loi. L'association ABC, c'est la propriétaire gestionnaire de la méthode dite bilan carbone, de son évolution et de la propagation de ses outils. Avant, c'était un tableur, aujourd'hui, c'est un logiciel. Donc, l'ADEME, elle, c'est un EPIC, un établissement public industriel et commercial, qui est là pour montrer la règle. Donc, il n'intervient pas, il n'y a pas de consultant. Donc, il y a par contre des centaines de cabinets, des dizaines de cabinets de consultants qui peuvent faire le bilan GES des entreprises et des collectivités. C'est toujours la même méthode. Et en ce qui concerne les collectivités, effectivement, elles sont plus habituées, c'est l'histoire qui veut ça, à prendre des consultants qui font tout et qui facturent des sommes représentant les efforts réalisés. Nous, on a une approche différente. On propose aux collectivités de faire elles-mêmes leur bilan GES, de les accompagner peut-être la première fois pour débarouiller, parce qu'il ne s'agit vraiment que d'un débarouillage, et ainsi de profiter des budgets anciens pour non pas seulement faire un seul bilan pour la collectivité, mais peut-être en faire 10, peut-être en faire 20, peut-être en faire 30, pour autant d'entités économiques, géographiques ou sociales dont elle est responsable, de manière à les challenger toutes individuellement et toutes ensemble. Est-ce que c'est clair? Comme c'est un spectateur anonyme, ben, je ne sais pas qui répond. Donc, peut-être prendre une toute dernière question. Ah oui. Est-ce qu'il y a une harmonisation des bilans de GES et des méthodes de calcul des GES? Ah oui, elle existe déjà. C'est le Greenhouse Gas Protocol fondateur et puis la méthode et puis la norme ISO 1463. Non, au niveau international, il n'y a pas de doute. Qu'est-ce qui peut faire la différence? C'est l'attaque des bases de données de facteurs d'émission. En France, on a la base d'émission, un facteur d'émission de la base carbone, qui est très riche. Hein, il y a plus de 6000 facteurs d'émission. En Angleterre, il y a DEFRA. En Suisse, il y a EcoInvent. En Singapour, il y a Singapour. Donc, ce qui ne change pas, c'est la méthode. La méthode, c'est quantité par facteur d'émission égale émission. Après, c'est l'ordonnancement. Ça, c'est donc la norme ISO, c'est la norme Greenhouse Gas Protocol. C'est le facteur d'émission. Alors, qu'est-ce qui fait la différence d'un pays à l'autre? C'est le mix énergétique. Si vous achetez un produit manufacturé en France qui consomme beaucoup d'énergie électrique, vous n'aurez pas beaucoup de carbone parce que l'énergie en France, du fait de l'hydroélectricité, du fait de l'origine nucléaire, etc., elle est pauvre en carbone. Et si vous achetez le même produit en Pologne ou en Chine, il sera beaucoup plus chargé en carbone parce que l'électricité sera venue d'une centrale à charbon ou à gaz ou quelque chose comme ça. Mais tout ceci est extrêmement bien normé. Hein. Nous travaillons avec des groupes comme Fédération internationale automobile avec 400 stakeholders dans 80 pays. On travaille avec des gens comme Unilever qui sont présents dans 80 pays. Toutes les méthodes sont les mêmes, c'est les facteurs d'émission locaux qu'il faut prendre en compte. Et nous le faisons. Et ça, c'est l'intérêt aussi d'avoir digitalisé. On est interactif. Si aujourd'hui vous êtes en France et que vous décidez de faire un bilan GES suivant les facteurs d'émission anglais ou suisse, ben vous pouvez le faire sans bouger de votre bureau. C'est ça l'intérêt de la digitalisation par rapport à des logiciels ou des tableurs. Puis je vois Vincent Cosac qui pose une question sur les entreprises de plus de 100 salariés. Je n'ai pas la réponse hein, sur les… C'est l'ADEME qui peut répondre. D'ailleurs, certainement, comme d'habitude, des astuces entre nombre de salariés, nombre de TP, filiales, groupes.
Je ne sais pas. Hein. Honnêtement, là, il faut demander à l'ADEME et apparemment, ils répondent toujours assez bien. Qu'est-ce qui est resté comme calcul? J'ai adoré votre TEDx sur l'intentionnalité de M. Boza. Ben voilà, tu as un adorateur qui est anonyme. Merci beaucoup, spectateur anonyme. Alors, ouais, Romain, là, les méthodes, ben, bien sûr, le calcul des incertitudes fait partie de la méthode. Aujourd'hui, un calculateur sérieux, et nous en faisons partie, délivre à la fin de l'opération un calculateur d'incertitude, hein, qui est fonction à la fois de l'incertitude portée sur le facteur d'émission et l'incertitude portée sur la quantité qui a été prise en compte. C'est comme ça, on les prend en compte et c'est comme ça qu'on les réduit. Voilà pour Romain. Super. D'autres. Non, je ne sais pas si tu avais vu passer d'autres questions que tu souhaites qu'on aborde. Pas mal sur les questions-réponses. Tac, tac, tac. Après, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez répondre directement en privé. En tout cas, Tout le monde va recevoir la presse, on est d'accord? ouais, déjà. Il va y avoir aussi le replay qui va être envoyé à tout le monde. Et n'hésitez pas à échanger avec nous par mail si vous avez d'autres questions. On est à votre disposition justement pour y répondre. Aucun problème. Bon. Donc, je ne vois pas du tout s'il y a encore du monde en ligne, s'il y a encore des questions. Bon, apparemment, il n'y a plus de questions. Moi, je voudrais vraiment remercier Philippe et Frédéric d'être venus comme grands témoins. C'est toujours, on sait comme ces journées sont occupées, donc merci beaucoup Philippe. Et puis pour la qualité du témoignage, hein, pas simplement pour la présence. Et puis merci beaucoup à Frédéric aussi. Ça nous fait du bien aux jeunes entrepreneurs comme Noël et moi d'avoir des parrains de cette nature. Tu as vu comme je suis glissé dans les jeunes. Jeune, ouais, c'est ça. Bon, eh bien les amis, on en reste là. Ouais. Hein? Merci beaucoup. À tous. Merci à vous. Merci beaucoup. À très vite. À très vite. Merci. À très bientôt.